Polanski. Moi, je suis professeur de sciences politiques et membre du conseil scientifique de l'Université populaire du 14e. Donc, avec deux autres camarades, nous avons conçu ce programme qui, comme vous le savez, a été différé en partie. Les 2 séances ont eu lieu au mois de septembre-octobre. Et la séance que nous avions prévu de faire au mois d'octobre a dû être décalée puisque l'accès à la salle était impossible. Donc on remercie en particulier Amandine Orsini d'avoir accepté de revenir parce Amandine Orsini vit en Belgique. Elle est professeure à l'université de Louvain, catholique de Louvain, et professeure de relations internationales. Puisque les relations internationales ont affaire avec la biodiversité, précisément, les recherches d'Amandine Orsini ont porté sur les politiques internationales de lutte contre la disparition de la biodiversité. Comme vous le savez, pour les politiques climatiques également, il y a des dispositifs d'action locale, nationale, mais aussi beaucoup internationale. Et ça vaut aussi pour la biodiversité depuis à peu près la même époque, notamment au début des années 90, où une convention sur la diversité biologique avait été constituée et ratifiée. Donc il y a eu des accords qui ont été négociés et Amandine Orsini a travaillé sur ces processus et notamment dans ses recherches sur le rôle des lobbies industriels, évidemment, acteurs centraux, mais avec un résultat qui était quand même plutôt encourageant, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'on entend souvent, évidemment, exprimer de nombreuses critiques à l'encontre des intérêts industriels ou agro-industriels, ou d'industrie chimique ou pétrolière ou autres, comme étant des acteurs qui s'emploient collectivement à empêcher toute action possible, en particulier sur le plan international, mais les recherches qu'avait faites Amandine dans le cadre de sa thèse montraient que finalement, le pouvoir politique, le pouvoir aussi de l'opinion, le pouvoir des associations, des ONG arrivait quand même, du fait notamment aussi des divisions qu'il pouvait y avoir entre industriels, à obtenir des avancées, à contourner le poids de ces lobbies. Alors, ça a donné lieu à la publication d'un ouvrage de recherche qui s'intitule Politique internationale de l'environnement. C'est ça, hein, tu me corriges, qui est paru aux presses de Sciences Po en 2010. Depuis, il continue de travailler sur ces enjeux, sur ces questions, en notamment s'intéressant plus seulement aux lobbies, mais aussi aux militants, aux organisations qui tentent d'infléchir les actions en la matière. Donc, je vais lui laisser maintenant le soin de présenter un peu à la fois le cadre général, pour vous donner quand même un certain nombre de clés, d'informations importantes sur comment ça s'organise au niveau international, ces tentatives de sauver l'essentiel, ou les meubles de ce qui peut encore être sauvé en matière de biodiversité, et ensuite peut-être de faire aussi un éclairage un peu plus particulier sur ces mondes militants, ce qui permet peut-être justement par rapport, mais c'était le cas aussi en partie des conférences précédentes, de dater, même si évidemment la tendance est la disparition de quantité d'espèces, quand même de donner un peu d'espoir sur le fait que tout n'est pas totalement perdu en la matière et qu'il y a des choses qui se font, qui avancent, des militants qui agissent, des États qui ne sont pas totalement puissants. Et je te cède la parole et puis ensuite nous aurons l'occasion, et vous aurez surtout l'occasion d'échanger, de débattre avec elle. Donc on va comme tu veux. Ouais, voilà. Et je présente à peu près une petite ça c'est les... Très bien, et ben, merci beaucoup pour cette belle et longue introduction. Donc bonsoir à toutes et tous. Je suis donc contente de vous revoir, mais de vous revoir avec la possibilité de vous présenter ce que j'avais prévu de vous présenter. Donc effectivement, je suis professeure en sciences politiques spécialisée en relations internationales, donc politique mondiale.
à Bruxelles, donc l'UC Saint-Louis-Bruxelles qui est mon université, je donne des cours généraux de politique internationale. Donc, analyse des relations internationales, histoire des relations internationales, organisation internationale, tous les cours généraux de relations internationales. Alors que pour ma casquette chercheur, donc, puisque voilà, on a des mandats d'enseignant-chercheur, je suis plus particulièrement spécialisée sur la politique internationale de l'environnement. Et effectivement, ça fait 20 ans que j'ai commencé à travailler sur la politique internationale, sur les politiques internationales en matière de biodiversité. Ça ne fait pas 20 ans jour pour jour, mais presque. En octobre, ça aurait presque fait 20 ans jour pour jour. Alors aujourd'hui, j'ai effectivement prévu, alors c'est la première fois que je fais cette présentation. Je pense que le public n'est pas spécialement spécialiste de politique internationale, de biodiversité. Voilà, mais n'hésitez pas à me couper, à m'interrompre, à me poser des questions si jamais ça n'est pas clair. Et comme je n'ai jamais fait cette présentation, c'est possible que je ne fasse pas, je ne sais pas si je vais réussir à faire les 35 diapos que j'ai prévus, mais c'est pas grave. Et j'ai prévu effectivement une présentation un peu, si on veut, en entonnoir. Donc on va partir assez large, et le assez large, c'est la question de qu'est-ce que c'est en fait la gouvernance mondiale, donc enfin, comment fonctionnent les politiques internationales, on va dire. Et puis ensuite on va voir un peu où on est et comment fonctionne la politique internationale en matière de biodiversité. Et puis après, on va encore zoomer sur un type d'acteurs encore plus précis qui sont les jeunes. Et dans ma conclusion, je vais essayer de remonter en généralité. C'est vrai que ma présentation s'intitule « Quelles solutions face à la crise de la biodiversité mondiale ? Les positions des jeunes dans les négociations internationales de la Convention sur la diversité biologique ». Donc c'est ça, on va voir un peu comment fonctionne la politique mondiale. Où est-ce qu'on en est par rapport à la biodiversité et comment un acteur en particulier propose des solutions. Parce que, et je suis plutôt de nature optimiste, mais effectivement quand je vous explique, voilà, quand je serai revenue rapidement sur qu'est-ce que c'est la politique internationale et comment ça fonctionne, on peut être très pessimiste après ça. Vous allez voir que c'est pas très réjouissant. Mais c'est pas parce que c'est pas réjouissant qu'il n'y a pas de solution possible. Voilà, ça va être un peu ça, l'esprit de la présentation. Et donc je vais essayer aussi de l'expliquer de façon simple, mais c'est pas si simple. Donc d'abord la gouvernance mondiale, j'ai mis 3 petits points de la biodiversité, donc on va commencer par la gouvernance mondiale. Donc ça je pense que voilà, vous devez savoir que donc aujourd'hui, ce qu'on appelle la politique internationale, elle est faite surtout par les États du monde. Est-ce que quelqu'un sait combien il y a d'États dans le monde aujourd'hui? 170. Alors j'entends 170, et j'entends 200 et quelques. 220. Ok, alors je vais demander comme à mes étudiants. À votre avis, comment on sait combien il y en a? Comment on sait combien il y a d'États dans le monde aujourd'hui? Ouais. On regarde l'Organisation des Nations Unies et on regarde combien l'Organisation des Nations Unies a de membres aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies a 193 membres. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le système international, il est composé avant tout d'États et il y en a 193. Donc voilà, donc la France en est un, la Belgique en est un, l'Italie en est un. Alors pourquoi 200 c'est pas une... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. 200 c'est pas une mauvaise réponse. Et des fois, on me dit 196 parce que quand je vous pose la question comment on sait, on regarde le nombre de membres aux Nations Unies. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est le nombre d'entités qui signent des traités internationaux ou des conventions internationales.
Et je pense que si vous regardez combien il y a d'entités qui ont signé la Convention, par exemple, sur les changements climatiques au niveau international, et je pense qu'il y en a 196. Et ça, c'est parce que l'Union européenne, en tant qu'Union européenne, signe des traités internationaux. Donc elle compte comme une entité. Et ça, c'est parce que le Vatican signe des accords internationaux, sur tout un tas de thématiques, mais aussi voilà, changement climatique, par exemple, comme une entité, mais il n'est pas reconnu comme un État, il n'est pas dans la liste des États membres des Nations Unies. Voilà, donc on a 193 États aujourd'hui au niveau international, le dernier arrivé étant le Soudan du Sud en 2010-2012. Donc le Soudan s'est divisé et le Soudan du Sud est apparu et est devenu membre des Nations Unies. Donc voilà. Donc on a 193 États qui sont les principales composantes du système international. Et ces 193 États, ils sont à égalité. Et c'est ce qu'on appelle l'anarchie du système international. L'anarchie, c'est un mot qu'on entend beaucoup, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Hein. Donc l'anarchie, c'est par opposition à la hiérarchie. Parce que, et ça c'est vraiment important, ces 193 États sont égaux. Il n'y a pas de hiérarchie au niveau international. Parce que l'État est l'unité de base, et on verra ça tout à l'heure, l'État, il possède tous les atouts au niveau international, il décide de tout pour lui. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. L'État est souverain. Ça veut dire qu'un État décide de tout ce qui se passe à l'intérieur de son territoire, mais un État décide aussi de tout ce qui se passe à l'extérieur de son territoire. Donc ça c'est vraiment important. Les 193 États qui forment ce système international sont égaux. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autorité au-dessus des États. Il n'y a pas de police internationale, il n'y a pas de contrôle au niveau international. Bon. Et chaque État poursuit ce qu'on appelle l'intérêt national. Donc la France, voilà, donc elle décide de tout ce qu'elle fait en politique interne, elle décide de tout ce qu'elle fait en politique extérieure. Et la France, a priori, ce qu'elle va poursuivre, c'est son intérêt national, c'est-à-dire ce qui est dans son intérêt. Alors, c'est toute la question de comment on définit l'intérêt. Bon, on reviendra là-dessus. Enfin, voilà, on peut le définir en termes de sécurité, en termes d'économie. Bon, on pourrait aussi le définir en termes d'environnement, c'est quand même plus rare. Mais le deuxième point de ma diapo, c'est les institutions internationales. Parce qu'évidemment, quand je le dis, donc je parle à mes étudiants, quand je leur dis, ben voilà, au niveau international, il y a 193 entités, elles sont égales, c'est l'anarchie, il n'y a pas de hiérarchie parmi ces entités, il n'y a pas d'autorité au-dessus des États, ils me disent toujours, ah oui, mais les institutions internationales, je viens de vous parler de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Alors oui, l'Organisation des Nations Unies existe. Mais, ce mais est super important en politique internationale. Mais l'Organisation des Nations Unies existe que parce que les États souhaitent qu'elle existe. Parce que les États délèguent volontairement une partie de leur souveraineté aux Nations Unies. Vous savez combien il y a d'institutions, d'organisations internationales dans le monde? À votre avis, combien il y a d'organisations internationales dans le monde? Donc on a dit 193 États, des organisations internationales, juste au cas où. 10? Non, 10, 20. À peu près 250. Il y a à peu près 250 organisations internationales dans le monde. Alors je vous le dis à peu près, parce que c'est pas comme les Nations Unies, il n'y a pas une liste, il n'y a pas un registre, puisque ces organisations internationales ne sont pas membres d'autres choses encore plus supérieures. Donc il y en a à peu près 250, et juste pour préciser, parmi ces 250, il y a aussi des organisations régionales. Donc
l'Union européenne, c'est une organisation internationale. Il y a plus que... En fait, une organisation internationale, il faut 3 membres. 3 États membres. Donc au moins 3 États. Donc il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, il y a l'ASEAN, le Mercosur, et puis il y a l'Organisation des Nations Unies, il y a l'OMC, il y a l'OMS, c'est bon, c'était que vous avez probablement entendu, le FMI, la Banque mondiale. Voilà. Si on compte toutes celles-là, on en a à peu près 250. Donc, ces 250 organisations internationales n'existent que parce que les États souhaitent qu'elles existent, sont d'accord qu'elles existent. Ce sont les États qui décident s'ils rejoignent une organisation internationale ou pas. C'est les États qui décident quand ils souhaitent quitter une organisation internationale ou pas. Et ça peut arriver n'importe quand. Donc le meilleur exemple que tout le monde connaît, c'est le Brexit. N'importe quel État peut rejoindre, alors, la plupart des organisations internationales quand ils le souhaitent. Moi j'essaie de, parce qu'il ne faut pas que je fasse trop longtemps non plus. L'Union européenne, vous savez qu'il y a des États qui voudraient rejoindre l'Union européenne, ils ne peuvent pas parce qu'il y a des critères géographiques, régionaux, etc. Mais en tout cas, pour les grosses organisations internationales universelles, n'importe quel État peut les rejoindre. Mais c'est une démarche volontaire de l'État. Et ça veut dire qu'un État peut quitter une organisation internationale quand il le souhaite. Et d'ailleurs, ça arrive souvent qu'il menace de quitter des organisations internationales ou qu'il menace d'arrêter de financer des organisations internationales. Donc les institutions internationales, elles créent de l'ordre, mais elles ne créent que l'ordre que les États souhaitent qu'elles créent. Et les organisations, les traités internationaux, c'est exactement la même chose. Donc quand on négocie des traités internationaux, après on les propose pour signature aux États. Et s'ils souhaitent les rejoindre, ils signent. S'ils ne souhaitent pas les rejoindre, ils ne signent pas. Et il n'y a rien, ça on peut en discuter, mais donc il n'y a rien qui peut forcer un État à devenir membre d'une organisation internationale ou à adopter un traité international. Absolument rien, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie au niveau international. Ces institutions internationales, les États, ils décident quand même de les créer. Donc, il faut être optimiste, enfin, en tout cas par rapport à la coopération internationale, parce que parfois, ils se rendent compte que plutôt que de poursuivre leur intérêt national individuel, la première étape, eh bien, ils ont besoin de poursuivre un intérêt collectif. Typiquement, pour les questions d'environnement, maintenant, je pense qu'en 2024, c'est clair, pour tous les États, qu'aucun État ne pourra réussir à résoudre, de toute façon, on n'arrivera pas à la résoudre, mais réussir à minimiser ou gérer en tout cas les crises liées au changement climatique tout seul. C'est impossible, puisque l'atmosphère est partagée entre tous les États du monde. Donc il y a un réel intérêt à agir collectivement. Ce n'est que collectivement qu'on peut réussir à résoudre cette question des changements climatiques. Aujourd'hui, c'est la même chose avec la biodiversité. Donc, il y a 3 grandes crises environnementales aujourd'hui au niveau mondial: changement climatique, biodiversité, mais ça on peut l'appeler dans notre présentation. Et la 3e, c'est les pollutions. Pollution en général. Donc, il y a un certain nombre d'États qui se rendent compte que tout seuls, ils n'arriveront jamais à résoudre le problème de la disparition de la biodiversité. Et donc, ils créent des institutions internationales pour créer ces intérêts collectifs. Oui? Ça, c'est les aspects environnementaux, mais j'imagine qu'il y a d'autres aspects sur lesquels ils ont intérêt. Ah, tout à fait. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont, par exemple, créé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? Eh bien, c'est parce qu'au début du XXe siècle, il y a eu plein d'épidémies, pandémies, dont la grippe espagnole, et qui se sont rendus compte que sur des questions sanitaires, ils avaient aussi un intérêt collectif à coopérer. En fait, ces 250 organisations internationales, elles ont été créées justement parce que tout seul, ce n'était pas possible de gérer les questions. Et c'est pareil pour
L'OMC, c'est harmoniser les prix du marché, donc l'Organisation mondiale pour le commerce. Le FMI, c'est stabiliser le système financier international. Donc à chaque fois, il y a l'idée que tout seul, on ne pourra pas y arriver. Donc on crée des institutions collectives. Alors ici, aujourd'hui, on va voir qu'on va parler d'un traité international en particulier qui a déjà été un peu mentionné, qui est la Convention sur la diversité biologique, la CBD. C'est une convention internationale, donc c'est une institution internationale. Elle est créée en 1992 et elle n'est pas rattachée à une organisation internationale en particulier, mais elle est proche du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, juste après ce diapo, je vous ai mis, alors il y a aussi les COP. Les COP, ça doit probablement vous dire quelque chose. Donc ici, on vient d'avoir la 29e COP sur les changements climatiques. Donc les COP, c'est les conférences de parties. Ce qui se passe, c'est que ces organisations internationales, ces traités internationaux, eh ben, il faut, une fois que les États les ont adoptés, donc ils ont assez de membres, eh ben, on essaye de mettre en place un suivi pour suivre ce qui est discuté, pour essayer d'adopter des nouveaux objectifs, des nouveaux instruments. Donc il y a un suivi régulier. Pour la Convention climat, ce suivi il a lieu une fois par an. Les COP climat, les conférences des parties climat, donc conférence des parties. Pourquoi on dit partie et pas État? Parce que je vous ai dit, des fois il y a l'Union Européenne, des fois il y a le Vatican, ce n'est pas des États. Donc on dit conférence des parties, c'est comme si c'était une conférence des États. Pour le climat, c'est une fois par an, en novembre-décembre, chaque année. Et pour la biodiversité, on va voir, c'est tous les 2 ans, normalement. Il y a eu un trou, mais climat pareil, il y a eu un trou au moment de la crise Covid. Fait que les dernières COP biodiversité ont eu lieu de façon un peu plus espacée, mais sinon c'est tous les 2 ans. Donc ça veut dire qu'on a un traité international sur la biodiversité et les États et une partie se réunissent tous les 2 ans pour voir où on en est. L'intérêt collectif, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer, mais donc il peut naître du fait qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes à résoudre qu'on ne peut pas régler tout seul. Et ça, souvent, la voie principale qui l'indique aux États pour les questions d'environnement, c'est la science. Donc pour le climat, vous devez avoir entendu parler du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Le GIEC qui fait des synthèses de toute la recherche scientifique sur les questions climatiques, qui les présente au gouvernement. Le GIEC, il est créé en 1988, 4 ans avant la Convention climat, 1992. Ici, pour la biodiversité, on a l'équivalent du GIEC au niveau international, et ça s'appelle l'IPBES. Alors, à mon avis, vous avez déjà entendu GIEC. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu l'IPBES. Donc, c'est l'Intergovernmental, donc, je connais l'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. On ne le traduit pas en français, mais donc c'est la plateforme intergouvernementale, puisqu'elle informe les gouvernements, sur l'interface entre la science et les politiques, sur les questions de biodiversité et ce qu'on appelle les services écosystémiques. Voilà, bon, on va dire sur la biodiversité et les écosystèmes. Et l'IPBES, elle est créée en 2012. Voilà. Ce sera sur ma diapo d'après. En fait, j'anticipe déjà de la biodiversité, mais c'est parce que je me rends compte que finalement c'est plus facile. J'utilise un exemple qu'on va voir après ensemble. Oui. Les traités là, sur la biodiversité, oui. Ils ont lieu depuis quand? Est-ce qu'ils ont un nom particulier Oh, je n'ai même pas mis. Face, non. Donc, la biodiversité, donc, effectivement, il y a un traité clé en matière de biodiversité qui s'appelle la Convention sur la diversité biologique, CDB en
français, Et et CBD en anglais. Et elle est adoptée en 1992 au sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Juste pour vous dire, si ça vous intéresse, si ça vous aide à retenir, en 1992, au sommet de la Terre de Rio, on adopte 2 conventions internationales. Celle sur le climat, la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, elle est aussi adoptée à Rio en 1992, et celle sur la biodiversité, Convention sur la diversité biologique, adoptée en 1992. Donc ça fait depuis 1992 que les pays ont négocié et adopté cette convention sur la biodiversité, cette convention internationale sur la biodiversité, depuis 1992. Alors, je ne sais plus ce que je devais vous dire encore sur la politique mondiale. Oui, donc il y a des COP. Donc les COP, c'est des espèces de réunions, un peu comme les assemblées générales, où on discute où est-ce qu'on en est par rapport à la convention sur la diversité biologique, est-ce qu'on avance, quels sont les objectifs, etc. Si vous avez entendu parler des COP, alors les COP climat, on en entend beaucoup parler dans les médias, maintenant, quelques années pas tellement, mais maintenant oui. Les COP biodiversité, moins. Par exemple, la dernière COP biodiversité, elle a eu lieu il y a 3 semaines, en Colombie, à Cali, la COP 16. Ouais. Alors les COP, c'est des réunions qui durent 2 semaines, pendant lesquelles les États, voilà, les parties discutent des conventions internationales. Et juste, parce que moi, ça m'aide. De toute façon, j'ai une formation, j'ai oublié de vous le dire, ça, c'est pas grave. J'ai une formation en sciences dures. COP 16 pour la biodiversité, COP 29 pour le climat. C'est logique en fait, parce que je vous ai dit que climat c'est chaque année, et biodiv c'est tous les 2 ans, à peu près. Donc c'est pour ça que pour la biodiversité, on en est à la moitié du numéro de COP par rapport au climat. Si on en entend parler, c'est parce que les médias insistent beaucoup, pour des raisons assez différentes, sur le fait que les COP ne servent pas à grand chose. Donc effectivement, c'est une autre chose que je dois vous dire quand même, c'est que donc, au niveau international, pendant ces COP, on prend des décisions, mais les décisions, elles sont prises par consensus. Il n'y a pas de vote dans les COP. Il n'y a pas de vote dans les COP climat, il n'y a pas de vote dans les COP biodiversité. Alors maintenant, il faut imaginer 193 pays qui sont extrêmement différents. Dans les 193, par ailleurs, c'est important aussi, il y en a plus des 2 tiers qui ne sont pas des vraies démocraties. Alors c'est vrai, mais il y a 2 tiers des États membres des Nations Unies qui ne sont pas des vraies démocraties. Donc c'est des pays pour lesquels, ne serait-ce que le mot démocratie, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc les décisions sont prises par consensus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Mais il n'y a pas de vote. Donc les États discutent, ils se mettent d'accord sur des textes, ils se mettent d'accord sur des nouveaux protocoles. Voilà, par exemple, la Convention sur la diversité biologique, elle a 2 protocoles. Alors pour le climat, vous avez sûrement entendu parler du protocole de Kyoto, adopté en 1997, et puis de l'accord de Paris. L'accord de Paris adopté en 2015, ce n'est pas un protocole de la Convention climat, mais c'est lié à la Convention climat, ça ressemble à un protocole. Pour la diversité biologique, en 2000, les États adoptent un protocole de Cartagena sur ce qu'on appelle la biosécurité, en gros c'est les biotechnologies, les OGM, et en 2010, ils adoptent un protocole qui s'appelle le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques. Ces protocoles, souvent, ils sont nommés de la ville où ils ont été adoptés. Donc Kyoto, parce que c'était à Kyoto, Cartagena, parce que c'était à Cartagena, Nagoya, c'était au Japon, à Nagoya. Pourquoi je vous dis tout ça? Oui, donc on décide par consensus, donc on décide de ces textes. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un président de séance, là on imagine que vous êtes les 193 pays du monde. Moi je suis la présidente de séance, je vous propose le texte du protocole de Nagoya, nous sommes en 2010, et je dis, sommes-nous d'accord pour l'adoption de ce texte? Si je n'ai pas de réaction de l'audience, nous sommes d'accord. Voilà, ça marche comme ça.
Alors c'est pour ça, c'est un peu pour ça, bon on verra pour l'enregistrement vidéo, c'est un peu pour ça que les textes internationaux sont souvent adoptés en pleine nuit, après des heures et des heures de négociations, quand la moitié de la salle dort, parce que donc il y a des règles tacites qui sont que si vous ne réagissez pas, vous êtes d'accord. Donc vous êtes en train de dormir, en fait je ne plaisante pas, moi j'ai plein de photos de négociations internationales où les négociateurs sont juste épuisés. Et d'ailleurs il y a vraiment une technique d'entraînement sportif des diplomates, hein. Il y a des délégations qui sont extrêmement grosses, qui renouvellent les diplomates au fur et à mesure des semaines et des jours, et qui en gardent quelques-uns un peu frais pour... Non mais je plaisante absolument pas. Vous n'avez pas eu le temps de réagir tout à l'heure, mais c'est vrai que quand je vous ai dit les 193 États sont égaux, c'est vrai, en théorie, en droit, en pratique. Moi je trouve les étudiants qui me disent « Oh madame, les États-Unis ne connaissent pas la même chose que moi, oui ». Mais là pour le coup, les États-Unis viennent avec une grosse délégation, plein de gens, ils se gardent bien des délégués actifs jusqu'à la fin. Mais donc voilà, donc ça se passe par consensus. Donc il y a beaucoup aussi de... Voilà. Donc il y a beaucoup de commentaires dans les médias qui disent oui, les COP ça ne sert pas à grand chose, ça mène à rien, il y a voilà, des intérêts contraires aux questions qui sont négociées qui sont là. Voilà, l'Arabie Saoudite est là pour une négociation climatique, ben oui. Mais en fait on n'a pas le... Enfin, donc, je reprends le titre d'un article de Courrier International sur la COP28 de décembre l'année dernière, qui s'intitulait « Si la COP n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Et si vous lisez cet article, cette intervention de « Si la COP n'existait pas, il faudrait l'inventer », c'est quelqu'un de l'ONG WWF qui le dit au journaliste qui a fait cet article. Parce qu'effectivement, c'est un système imparfait, mais c'est le meilleur système qu'on ait. Et c'est le seul système qu'on a. Et d'un moment à l'autre, si tous les États décident que ce système, même ce système imparfait, ne doit plus exister, il n'existe plus. Les traces de son action. Des traces de son action? Les traces antérieures sont effacées. Non, tout ce qui est acquis est acquis. Voilà. Mais oui, on peut effacer. Regardez le Brexit, par exemple. On défait quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place dans le cadre de l'Union européenne. Ça prend du temps. Ça, c'est vrai. Il y a plein de théories qui disent qu'il y a pas une inertie institutionnelle. Il y a plein de raisons aussi d'être optimiste, mais il y a des effets de réputation. Moi, je vous dis, oui, les États partent des organisations internationales quand ils veulent. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a des théoriciens qui disent que c'est pas bon pour leur réputation. Mais il y a des États qui sont encore plus malins que ça. Il y a des États qui n'adoptent jamais des conventions internationales. La Convention sur la diversité biologique a été adoptée par tous les membres des Nations Unies, sauf les États-Unis. Les États-Unis sont le seul pays du monde à ne pas avoir adopté la Convention sur la diversité biologique de 1992. Ils ont adopté la Convention climat en 1992, pas le protocole de Kyoto, mais la Convention climat, oui, mais pas la Convention sur la diversité biologique. Donc c'est là où, voilà, c'est un système imparfait, mais c'est le seul système qu'on ait, et c'est pour l'instant le meilleur système qu'on ait. Puis on va voir que, voilà, on peut essayer évidemment de l'améliorer. Donc la question est, est-ce que c'est mauvais pour la réputation des États-Unis? Probablement. Comme c'est pas forcément très bon pour la réputation des États-Unis, le fait qu'ils n'aient pas rejoint l'accord de Paris, c'est pas très bon pour la réputation des États-Unis, le fait qu'ils ne soient pas devenus membres de la Cour pénale internationale. Il y a plein de conventions internationales sur les questions de droits de l'homme que les États-Unis n'ont jamais ratifiées. Biden, il n'a pas rejoint l'accord de Paris? Si, mais bon, là, avec la nouvelles élections, a priori, enfin bon, peut-être pas, peut-être qu'on va rester. En tout cas, ça, voilà, les choses sont très instables. Et donc, si, effectivement, on peut tout à fait critiquer
voilà, au niveau international, les COP, je ne dis pas que c'est parfait, mais si on n'avait pas, il faudrait probablement les inventer. Alors, dans tout ça, je vous ai parlé beaucoup des États. Ce qui m'ont, voilà, il y a plusieurs raisons d'être optimiste. À part que moi, je trouve ok ce système. De toute façon, c'est le système. Moi, je le trouve assez fou. Aussi, je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui réalisent qu'il y ait ces 193 pays qui sont égaux, qu'il n'y a pas de hiérarchie au niveau international et que c'est ça qui explique tout. Parce qu'à n'importe quel moment, n'importe quel État peut entrer en conflit avec un autre. À n'importe quel moment, n'importe quel État peut sortir d'une organisation internationale. Bon, mais il y a aussi tout un tas d'autres acteurs internationaux. Il n'y a pas que les États, il n'y a pas que les organisations internationales. Il y a aussi les entreprises. Donc effectivement, mon doctorat, c'était sur les grosses entreprises et les lobbies industriels dans les négociations de la Convention sur la diversité biologique. Il y a les grosses ONG, je vous dis, c'est WWF qui dit mais si les COP n'existaient pas, il faudrait les inventer. Et puis, voilà, je vais vous présenter, mais je me rends compte que je prends déjà du temps, mais c'est pas grave. Les jeunes, c'est une autre catégorie au niveau international. Oui. Juste avant de passer aux jeunes, et j'ai pas compris, Anna Goya, c'était sur quoi le sujet? C'était sur l'accès aux ressources génétiques, mais j'arrive. C'est ma diapo d'après. Voilà, parce que donc sur la biodiversité, politique mondiale de la biodiversité, on a cette convention adoptée en 1992, on a ces COP à peu près toutes les 2 ans, on a les États-Unis qui ne sont pas membres de la Convention sur la diversité biologique. Pourquoi? Parce que la Convention sur la diversité biologique, elle a 3 objectifs. Elle a un objectif de conservation, donc conserver la diversité biologique au niveau mondial. Pour faire simple, au niveau de la Convention sur la diversité biologique, ça passe surtout par la création d'aires naturelles protégées, parcs nationaux, etc. À la COP 15 à Montréal en décembre 2022, les États ont adopté la nouvelle stratégie pour la biodiversité mondiale qui s'appelle la stratégie l'agenda Kunming Montréal. Parce que la COP 15 devait être organisée en Chine. Et c'était l'année, vraiment le début de la pandémie. Elle devait être organisée en 2019, fin 2019 en Chine. Bon. Donc on l'a réorganisée à Montréal en décembre 2022. Et ces objectifs qu'on a adoptés en décembre 2022, c'est 30% d'aires naturelles protégées d'ici 2030. Donc 30% de la planète. Ah, c'est une bonne question. Oui, de la planète, enfin de la biodiversité terrestre. Ouais, ok. La Convention sur la diversité biologique, elle s'intéresse surtout à la biodiversité terrestre, parce qu'évidemment, il y a la biodiversité marine. Ça, c'est d'autres accords internationaux en général. Donc 30% d'ici 2030 de surface de la planète protégée par les aires protégées. Donc ça, c'est l'objectif de conservation. Ça allait encore pour les États-Unis. Et puis, il y a l'objectif d'utilisation durable de la biodiversité. Ça allait aussi. C'est parce que, effectivement, on utilise la biodiversité. On mange de la biodiversité, ne serait-ce que ça. Donc l'industrie agroalimentaire utilise la biodiversité, on utilise la biodiversité pour l'énergie, pour se chauffer, le bois, voilà, ça c'est des forêts. Alors, elles rentrent en partie dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, les forêts. Donc l'idée c'est qu'on essaye d'avoir une utilisation durable, c'est-à-dire qu'on arrive à permettre à la biodiversité de se régénérer net si on l'utilise. Et troisième objectif, l'objectif de partage des avantages. Les 3 objectifs, on va dire qu'ils sont à des échelles différentes. La conservation, c'est à des échelles, je vous ai dit, d'impact naturel. L'utilisation durable, c'est à une échelle plus d'une plante, ou d'un animal, ou des vaches pour l'agriculture, d'un arbre pour se chauffer. Le partage des avantages, c'est au niveau de ce qu'on appelle les ressources génétiques. Donc, vous savez que chaque entité vivante a un patrimoine génétique.
Et vous savez que certaines plantes, certains animaux produisent des substances qui sont très utiles pour l'homme, notamment en pharmacie, en cosmétique, mais pour tout un tas d'autres applications. Du coup, les ressources génétiques de ces plantes et de ces animaux, et même pour l'agriculture d'ailleurs, pour avoir des nouvelles variétés, elles sont extrêmement importantes. Le problème, en fait, je arrive à mon troisième diapo. J'aurais dû commencer par ça. La biodiversité au niveau mondial, si vous regardez une carte du monde, vous le savez peut-être déjà, elle se situe surtout autour de l'équateur. Okay, c'est là les climats tropicaux, subtropicaux, là on a ce qu'on appelle des zones méga diverses, avec énormément de biodiversité. Et bien la plupart de ces ressources génétiques utiles, on va les trouver là. Et là, d'un point de vue politique, c'est aussi là où on a les pays en développement. La plupart des pays développés sont dans l'hémisphère nord. Ce ne sont pas des pays méga divers. Il y a vraiment un groupe des pays méga divers dans la compétition. Ce qui fait qu'au moment des négociations de la Convention sur la diversité biologique, les pays du Sud, qui sont riches en biodiversité, on dit nous, on veut aussi un objectif de partage des avantages. Parce que les entreprises de biotechnologie, de cosmétiques, de pharmacie qui développent tous ces médicaments et ces applications cosmétiques, ils sont dans les pays du Nord. Et elles utilisent les ressources génétiques naturelles des pays du Sud. Donc la Convention sur la diversité biologique dit qu'en matière d'utilisation des ressources génétiques, il faut qu'il y ait un partage des avantages. Donc en théorie, les profits qui sont générés par l'utilisation des ressources génétiques doivent être reversés aux pays qui fournissent ces ressources génétiques. Et c'est là en particulier que les États-Unis ont bloqué. Et n'ont pas rejoint la Convention sur la diversité biologique. Sur cette question d'accès aux ressources génétiques, donc il y a le protocole de Nagoya de 2010, qui est un accord un peu plus précis que la Convention sur la diversité biologique et qui précise comment ça se passe, le partage des avantages. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a encore un autre problème, c'est que l'industrie est maintenant capable de synthétiser les ressources génétiques, enfin d'imiter les ressources génétiques naturelles, donc ils n'ont même presque plus besoin, ils ont besoin juste d'un accès une fois, et ils sont capables de répliquer. Et donc ils arrivent, encore une fois, à contrôler le partage des avantages. Mais voilà, je l'ai mis en dessous. Le problème des rapports nord-sud et des enjeux nord-sud par rapport à la biodiversité même, parce qu'elle est surtout dans les pays en développement et par rapport aux technologies, d'utilisation des ressources naturelles. Donc, à trois objectifs: conservation, utilisation durable, partage des avantages. Dites-vous que c'est un peu comme effectivement trois échelles. Un truc aussi très important qui différencie les négociations climatiques et les négociations de biodiversité au niveau mondial, c'est le problème de la souveraineté. Je vous ai dit au tout début, les États décident de tout sur leur territoire et à l'extérieur. La Convention sur la diversité biologique dit que les États sont souverains sur leur biodiversité. Donc, la biodiversité est située quelque part. Alors, il y a des oiseaux migrateurs, on est d'accord, qui peuvent bouger, tout est connecté, mais elle a quand même en général une localisation géographique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du changement climatique par rapport aux émissions de CO2 qui partent dans l'atmosphère, et il n'y a pas cette frontière géographique du problème des changements climatiques. En 1992, les pays du Sud disent « OK pour la Convention, mais on veut un passage des avantages », en gros, et les pays du Nord disent « OK pour la Convention, mais elle reconnaît la souveraineté des pays sur leurs ressources... » Non, pardon. Et les pays du Sud, c'est quand même un avantage pour les pays du Sud, et les pays du Sud rajoutent « Et la Convention sur la diversité biologique doit reconnaître la souveraineté des États sur leurs ressources de biodiversité. » Ils ont besoin de ça, en fait, puisqu'il faut que les ressources soient sur leur territoire, qu'ils puissent demander un partage des avantages. Donc je me suis trompée, c'est pour les pays du Sud qu'on reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Et vous y avez été confronté aussi, sur dans les médias. On a des méga feux en Amazonie au Brésil.
on a des méga-feux en Australie, on a des méga-feux au Canada. On ne peut rien faire. Si le Brésil a décidé de ne pas intervenir lors des méga-feux de l'Amazonie, eh bien, c'est la décision du Brésil, puisque c'est sur son territoire qu'il a la souveraineté sur ses ressources de biodiversité. C'est la même chose pour l'Australie, la même chose pour le Canada. Alors oui, le Brésil est membre de la Convention sur la diversité biologique, donc le Brésil devrait faire attention. Il y a aussi des méga-feux en Russie. Oui, il y en a aussi en Russie, mais il y en a partout. Je prends l'exemple parce que je pense que sur les méga-feux en Amazonie, on entend plus facilement parler, puisque justement, ça dégrade énormément de biodiversité d'un seul coup. Mais même avant, on n'aurait rien pu faire. Même avant, on n'aurait rien pu faire. D'accord, c'est juste. On est bien d'accord. Plus qu'on peut rien faire, mais c'est ça. Alors, oui. Mais, on le sait. Avant, on ne le savait pas forcément. Donc, on le sait. Pourquoi on le sait? Bon, parce qu'il y a des avancées technologiques avec les satellites, on arrive à repérer les fumées. Vous voyez, donc déjà, on le sait. On en parle dans les médias. Ce n'était pas le cas avant. Les populations en entendent parler, ce n'était pas le cas avant. Après, tant que le gouvernement brésilien ne change pas, donc, oui, donc voilà, vous pouvez parler des solutions, des leviers, ça passe avant tout par le niveau national. Il faudrait que la population brésilienne proteste, ça ce serait le plus efficace, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et puis par ailleurs, voilà, les Brésiliens ont plein d'autres priorités que la forêt amazonienne qui brûle. Donc, bref. Vous allez sortir d'ici terrorisé. Ok, j'ai déjà beaucoup parlé. Mais donc, je resserre un peu mon entonnoir. Donc on a vu comment ça marche un peu, la politique internationale. Donc on a vu en matière de biodiversité, on a un peu l'impression que c'est foutu. Mais, non. D'abord, le fait qu'on ait une convention internationale, deux protocoles, ça, à nouveau ça n'a l'air peut-être de rien, mais ce sont des énormes avancées. Le fait qu'en décembre 2022, on ait des nouveaux objectifs pour 2030, bon, même si 30% d'air protégé d'ici 2030, on n'y est pas, ben, on a un objectif. Et il faut voir les aspects politiques, mais il faut voir aussi les aspects au niveau des États, mais il faut voir aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des acteurs non étatiques. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais qui moi m'intéresse beaucoup, et c'est pareil pour les COP, ok, on n'avance pas, ok, elles ne sont pas parfaites, n'empêche qu'on sait qu'il y en a, on sait ce qu'on y discute. Et ça je ne vous ai pas dit, mais donc tout le monde, n'importe qui, peut aller à une COP climat. N'importe qui peut aller à une COP biodiversité. En fait, ce sont des réunions internationales ouvertes au public. Alors la seule chose, il y a deux choses qu'il faut faire pour pouvoir y aller. Il faut s'enregistrer comme participant. Donc il y a une procédure, la convention climat fait un appel à enregistrement pour la prochaine COP. Alors en plus, il faut faire attention pour le climat parce que je pense que maintenant ils ont déjà clôturé pour l'année prochaine, parce que ça va très vite, donc il faut s'y prendre effectivement un peu à l'avance. Et les individus ne peuvent pas s'enregistrer en tant qu'individus, il faut s'enregistrer via une organisation. Et donc moi, par exemple, l'UC20 Saint-Louis-Bruxelles, elle est accréditée auprès de la Convention climat, elle est accréditée auprès de la Convention sur la diversité biologique, ce qui fait que pour les COP, on peut envoyer des personnes de notre organisation. Ici, votre association de quartier, elle pourrait demander à être enregistrée auprès de la Convention climat ou auprès de la Convention biodiversité. Ça veut dire que pour chaque COP, vous pouvez enregistrer des personnes pour y aller. Il y a un nombre d'accréditations limitées par organisation, puisque par l'échelle mondiale, donc je crois que je ne sais plus, ça dépend des COP, 4 peut-être. Mais c'est tout à fait libre d'accès, c'est gratuit, mais il faut pouvoir y aller. Donc il faut payer le voyage, il faut payer le logement sur place les 15 jours si on veut rester les 15 jours. Mais par exemple ici la COP 21 à Paris, je ne sais pas s'il y en a qui sont à la COP 21 à Paris,
Mais c'était possible. Par les attentats, voilà, ça a aussi limité les possibilités de participation de la société civile. Mais en tout cas, si vous voyez une COP quelque part qui n'est pas trop loin, ou voilà, un endroit où vous connaissez des gens, ou bref, vous pouvez y aller. Donc c'est des événements qui sont ouverts publics. Alors, les séances plénières, c'est-à-dire les séances où tous les États sont rassemblés, elles sont publiques. Après, il y a souvent des petits groupes de négociation entre un nombre d'États réduit. Là, tout n'est pas accessible. Mais il y a quand même une très bonne accessibilité. Depuis 1992, on va revenir sur cette date-là, les Nations Unies reconnaissent 9 groupes. Alors, de la société civile. C'est-à-dire que pour les Nations Unies, il y a 9 catégories de groupes qui sont importants dans la société et qu'il est important d'inclure dans les discussions internationales. Il y a les ONG, il y a le groupe des ONG, il y a le groupe Business et Industrie, il y a le groupe Science and Education, donc sciences et formation, dedans en général il y a les universités, c'est pour ça que je dis comme ça. Il y a le groupe des fermiers, farmers, il y a le groupe des femmes, women, il y a le groupe des populations indigènes et locales, indigenous people and local communities. Il va m'en manquer un. Il y a le groupe des jeunes, children and youth, donc c'est les enfants et les jeunes, c'est un groupe de la société civile reconnue. Il m'en manque un. Je ne sais pas si c'est cities, Olivier, peut-être bien, les communautés locales ou... Bon, il faut vérifier. Mais il y a 9 groupes. Et donc ça veut dire que quand vous vous accréditez pour une convention, pour une COP climat, avec une organisation ici, une organisation de quartier par exemple, vous allez probablement faire partie du groupe majeur des ONG. Moi, quand je m'enregistre à une COP en tant que citoyen de Bruxelles, je suis dans Science and Education. Et ces groupes-là, toutes ces organisations peuvent assister à des COP climat. Et donc ici, moi, mon projet, c'est sur le groupe des jeunes, Children and Youth, qui est reconnu par les Nations Unies depuis 1992. Alors, pour faire vite, au niveau des Nations Unies, la limite d'âge pour ce groupe-là, c'est 30 ans. Donc si vous avez moins de 30 ans, vous êtes dans le Children and Youth Group. Pour les négociations climatiques, c'est 35 ans. Voilà. Donc, pour les 30-35 ans, vous êtes encore jeune pour la Convention climat, mais pas pour les Nations Unies plus généralement. Alors, ça paraît, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les acteurs de l'impossible, ça paraît un peu dingue, mais il y a des jeunes qui participent au COP. Et il y a des jeunes qui participent au COP biodiversité. Pourquoi ça paraît dingue? Parce que il faut payer le voyage, il faut payer le logement, il faut s'enregistrer. C'est vrai que la plupart du temps, il faut être capable de comprendre l'anglais. Il y a des traductions, des négociations dans les langues des Nations Unies, mais pas pour toutes les discussions. Il faut quand même... On parle de jeunes, alors jusqu'à 35 ans, mais la plupart, ils sont encore en train de faire leurs études, ou alors ils travaillent, mais c'est des petits jobs. Il n'y en a aucun qui ait une situation professionnelle stable. Ça pose des problèmes aussi pour avoir, ça c'est vrai, enfin, moi j'y pense moins évidemment, en tant que Française, vivant en Belgique, en Union Européenne, ça pose des problèmes pour avoir un visa. Parce qu'il y a beaucoup de pays, si vous venez de pays du Sud, il y a beaucoup de pays qui ne vont accorder un visa que si vous avez une situation professionnelle stable, des revenus, une situation économique. Et bien, il y a quand même des jeunes qui vont assister au COP biodiversité. Alors, je vais revenir, je vais présenter très rapidement, mais qu'est-ce qu'ils espèrent, en fait, tous ces groupes majeurs? Si vous allez à une COP climat, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, c'est un peu compliqué. Si c'est votre première COP, vous n'allez pas avoir l'impression de pouvoir faire grand-chose, et en général, personne n'a l'impression de pouvoir faire grand-chose. Je pense même les gouvernements. Il faut s'imaginer le nombre de personnes qu'il y a là-dedans. C'est vraiment énorme. Et 193 pays réussir à les mettre d'accord, sauf si la moitié assommée parce qu'on est en pleine nuit et que ça fait 3 semaines qu'on négocie et qu'on n'en veut plus, c'est très compliqué.
mais on peut y aller pour s'informer, pour écouter les discussions, pour pouvoir les répéter, diffuser, médiatiser, témoigner. Ça, c'est vraiment la grosse mission, ça peut être celle d'information. On y va pour échanger, créer des réseaux. Ici, moi, mes jeunes, ils viennent de pays complètement différents, souvent où ils sont isolés. Les COP, d'ailleurs ils en sortent tous, c'est une occasion pour eux de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, mais qu'en fait, il y a la même chose dans d'autres pays. Il y a aussi des jeunes comme eux qui ont cette conscience environnementale qui les pousse à aller à des discussions internationales et ça leur permet de se créer un réseau, des contacts, etc. Et il y a quand même le troisième gros objectif, c'est d'essayer d'influencer les négociations. Ça, c'est extrêmement difficile pour n'importe qui, mais c'est quand même possible si on est bien organisé. Quelque chose qui est très très utile par exemple, c'est il faut bien comprendre que pour n'importe qui c'est très compliqué d'avoir un texte, c'est un accord international, et que la personne qui va faire le premier jet, de toute façon c'est valable pour n'importe quelle réunion à laquelle vous allez voir, la personne qui fait le premier jet, c'est quand même toujours la personne qui donne un peu le ton. Donc il y a des secrétaires présidents de séances internationaux qui font les premiers jets. Et si vous êtes là à côté et que vous leur proposez un paragraphe, ou une phrase, ou un mot, et que vous leur dites « Ah non, là, ce serait mieux », et que votre commentaire est bien en lien avec ce qui est en train d'être discuté, il y a quand même une possibilité que ça passe, et que ce soit adopté. Alors, ça va être un mot. J'ai plein de citations d'entretien avec mes jeunes, et j'en avais une qui disait ça, que peut-être qu'ils ont changé un mot, et que c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est un mot d'un accord international qui n'aura de toute façon de portée que si les États l'adoptent. Et par ailleurs, il n'y a pas de mécanisme de contrôle, puisqu'il n'y a pas de police internationale. Ça, c'est quelque chose dont je ne sais pas parler, je ne vais pas vous déprimer, mais vous savez bien que même si les États adoptent des traités, il n'y a rien qui peut vraiment vérifier s'ils ne le font pas. Sauf en fait, nous, vous, normalement, c'est en tout cas pour les démocraties, c'est la pression populaire des électeurs qui peut faire quelque chose. Bien. Et en fait, il y en a des centaines de ces jeunes. Ici, c'est un graphique que j'ai réalisé, donc il nous faudrait les chiffres de la COP 16. Et puis, j'ai pas mis les chiffres pour climat. Le climat, c'est des milliers de jeunes qui vont au COP climat à chaque fois, surtout récemment. Donc ici, biodiversité, ce qu'il faut juste voir, c'est qu'à la COP 15, donc, qui était à Montréal en décembre 2022, moi, je compte plus de 500 jeunes qui ont fait le déplacement pour aller à cette COP 15. Alors qu'a priori, ils ne sont pas dans une situation très facile. Ça, je passe. Oui, et donc toute ma recherche, mais je vais bientôt, puis voilà, vous avez des questions, réponses, c'est comme ça que je pourrais réagir. Évidemment, au niveau international, on a beaucoup de recherches sur les États, ce que je comprends tout à fait, ce que je fais aussi. On a beaucoup de recherches sur les organisations internationales, ce que je comprends tout à fait, ce que je fais aussi. On a de la recherche quand même sur les industries et les lobbies industriels. On a de la recherche sur les grosses ONG, quels que soient les domaines d'études. Sur les jeunes, il n'y a presque rien. Il n'y a vraiment presque rien. Donc moi, mon projet ici, il a surtout pour objectif de les identifier, de les retrouver dans les listes, de comprendre leur motivation, pourquoi ils sont là, parce que c'est quand même très inattendu, et d'essayer de comprendre leur impact sur les négociations. Quelle différence ils font. Et ici, j'avais rassemblé les solutions qu'ils proposent par rapport à la crise de la biodiversité. Juste aussi pour vous dire comment moi je travaille, donc je les identifie, et puis mon projet de recherche s'intéresse aux négociations de la Convention sur la diversité biologique, donc les COP de la CBD, mais aussi les COP climat, et puis encore des réunions internationales sur les objectifs de développement durable. Donc je les identifie et je fais des entretiens avec eux. Donc au total, dans mon projet de recherche, j'ai fait des entretiens avec plus de 220 jeunes qui ont participé à des négociations internationales. Ici, pour la biodiversité à la COP 15, j'ai fait 41 entretiens. Donc j'ai parlé avec 41 jeunes qui étaient à la COP 15 donc de la Convention sur la diversité biologique. J'ai fait aussi un petit sondage, mais ça, j'ai pas eu énormément de réponses.
qu'est-ce que je voulais vous dire quand je vais commencer à dire quelque chose des entretiens? Ah oui, je suis passée vite. Mais donc ces jeunes, à nouveau, vous en entendez, vous pouvez avoir l'impression d'en entendre parler, et c'est vrai dans les médias, mais pour les marches climat. Donc les médias, ça c'est aussi quelque chose en tout cas qui m'a interpellée, les médias couvrent énormément tout ce qui est manifestation, protestation de jeunes dans la rue, qui font des choses, etc., etc. Et puis donc on n'a rien sur les jeunes qui participent aux négociations internationales. Les deux ne sont pas forcément deux catégories complètement différentes, c'est-à-dire que moi j'ai des jeunes qui s'enregistrent au COP biodiversité, mais qui marchent dans la rue quand il y a des marches climat. D'ailleurs, ils voient ça comme des stratégies complémentaires pour essayer de faire évoluer les choses. Mais ils peuvent aussi être assez différents. Et surtout, ici, c'est des jeunes voilà, qui essaient de faire changer le système de l'intérieur en y allant vraiment eux-mêmes. Oui, je vous ai mis avec la moyenne d'âge, 25 ans, on a mis d'entretien, le genre, leur origine. Mais voilà, ça c'est des critères évidemment de représentativité. Et en 3, je peux encore faire 3 minutes? Ouais, parce que là j'ai dépassé déjà. Ça va. Juste pour vous dire que on leur a posé la question de d'après eux, quelle était la meilleure échelle d'action à laquelle agir. Parce qu'ici, vous avez eu des présentations sur l'échelle locale, avec la biodiversité dans la ville. Et vous avez eu aussi l'échelle un peu nationale, non? Le premier intervenant est là. Oui. C'était très général. Ah ouais, ok. Donc vous voyez que l'échelle nationale reste quand même très importante pour ces jeunes. Donc ils sont là au niveau international. Donc vous voyez, pardon, à gauche, c'est le oui. Est-ce que l'échelle est pertinente ou pas? À gauche, le oui en rouge et à droite, le non en orange. Parce qu'il y a au moins 4 échelles avec lesquelles on peut essayer de faire bouger les choses. L'échelle individuelle, ça passe surtout par des choix individuels de schéma alimentaire, façon de le mode de transport, etc. L'échelle locale, l'échelle, donc ça c'est des petits projets à l'échelle locale, nationale et puis internationale. Ça c'était juste pour vous montrer, vous rappeler et vous dire qu'ils sont tout à fait conscients que l'échelle nationale est essentielle, même au niveau international, puisque c'est les États qui décident de ce qui se passe. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans mon échantillon, alors j'en ai moins pour la COP15, mais j'ai quand même des jeunes qui viennent d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique. Typiquement, ces jeunes-là, ils viennent au niveau international pour essayer de créer ce qu'on appelle en politique internationale l'effet boomerang. Donc, c'est des jeunes, évidemment, qui sont souvent basés dans des pays qui n'ont absolument pas de conscience environnementale, alors pour différentes raisons, parce qu'il y a aussi des pays qui ont des urgences bien plus difficiles de ça à gérer, des conflits, des crises alimentaires, la pauvreté, des priorités qui prennent le pas sur les questions environnementales. Et c'est des jeunes aussi parfois qui risquent leur engagement environnemental au niveau national. D'ailleurs, à la COP15 biodiversité, il y avait une marche pour le vivant qui était organisée en parallèle de la COP. Souvent, en fait, il y a des manifestations en parallèle des COP. Et il y a des jeunes du pays du Sud qui n'ont pas osé y aller parce qu'ils avaient peur, parce que dans leur propre pays, on n'a pas le droit de manifester. Et ils avaient peur qu'on les voie manifester. Et que du coup, de retour dans leur pays, ils aient des problèmes. Donc en fait, il y en a beaucoup qui utilisent le niveau international, c'est l'effet boomerang. Parce que quand vous lancez un boomerang, paf, il vous revient. Donc ils sont au niveau national, ils essayent, c'est eux en fait qui l'amènent, le boomerang au niveau international, en espérant qu'au niveau international, on va adopter des objectifs contraignants et que ça va avoir un impact ensuite sur leur pays. Ils ont aussi, c'est la plupart des jeunes qui ont aussi des choix individuels en lien avec leur conscience environnementale et qui sont impliqués dans des
associations locales. Donc il y a vraiment une cohérence avec leur parcours individuel. Ok. Est-ce qu'il y aurait un exemple? Un exemple? Ah, d'effet de mouvement qui a fonctionné? C'est ça, vous voulez dire? Qui n'a pas fonctionné. Ou qui n'a pas fonctionné. Oui, qui a fonctionné de préférence parce que. Alors, moi, dans les exemples que j'ai rencontré 2 jeunes femmes du Pakistan qui étaient, alors c'est ça, autre chose, les Nations Unies ont un programme qui s'appelle le programme des jeunes délégués, qui permet aux États d'intégrer dans leur délégation diplomatique des jeunes. Et moi, j'avais 2 jeunes du Pakistan, une jeune femme du Pakistan, qui étaient les jeunes délégués de la délégation du Pakistan pour la COP15 biodiversité. Et elle m'expliquait, on verra, enfin, je vois, on ne peut pas l'identifier non plus. Elle m'expliquait que avant d'aller à la COP, elles n'ont eu aucun contact avec leur gouvernement, absolument aucun contact. Elles ne savaient même pas qui serait dans la délégation du Pakistan à la COP. Donc c'est là aussi où on voit vraiment bien l'effet vitrine. Le Pakistan dit, on a des jeunes délégués au sein de notre délégation, on est ouvert. Donc elles n'avaient même aucune idée de qui serait là. Mais pendant la COP15, elles ont eu l'occasion de rencontrer la délégation nationale du Pakistan. C'était leur première occasion d'avoir un contact avec finalement les gens des administrations nationales. Leur espoir, alors je ne les ai pas interviewés depuis, je ne sais pas si ça a marché. Mais du coup, elles avaient rencontré ces gens-là, pris leurs coordonnées, et leur espoir en rentrant après la COP, c'était de pouvoir continuer le contact avec leur gouvernement sur les questions de l'environnement. Un autre exemple où ça a fonctionné, c'est qu'au niveau international, les jeunes ils sont organisés dans le cadre d'une plateforme qui s'appelle GIBIN, le Global Youth Biodiversity Network, le réseau global des jeunes pour la biodiversité. Et GIBIN, ils ont ce qu'ils appellent des chapitres, des antennes régionales et nationales, donc dans plein de pays. Et le Pakistan n'avait pas d'antenne de GIBIN au niveau national. Et donc ces 2 jeunes-là, par exemple, un point sur lequel elles voulaient insister, c'était de demander à leur gouvernement qu'il soit possible de créer une antenne de GIBIN au niveau du Pakistan, au sein de l'organisation. Et ça, je sais que GIBIN a réussi à créer beaucoup d'antennes nationales dans différents pays. Je réfléchis, c'est ça où ça n'a pas fonctionné, je pense qu'il y en a aussi beaucoup. J'espère qu'il y en a pas qui se soient fait tuer quand ils sont rentrés dans leur pays. Mais moi je pense qu'on les connaît pas forcément, on n'a pas forcément de retour. Et je me souviens, je crois que c'était il y a 2 ans au Festival de Cannes, il y avait un département qui avait été créé sur les films présentés sur la biodiversité et le climat. Il y avait un film de Céline Dion, il y avait un film de Laure Levasseur, je crois que c'était. Et il y avait un autre film, par exemple, sur une jeune femme qui a pris en main le fait de récupérer le plastique en Inde sur les plages. Et elle a réussi à générer tout un groupe qui la suit maintenant. Ils font régulièrement du nettoyage au niveau de la récupération des déchets plastiques. Donc je pense qu'il y a des initiatives comme ça qui sont peut-être créées par cette espèce de... c'est ça, de mise en réseau au moment des réunions internationales. Là, ça, je pense que... Et il y en a vraiment beaucoup, comme je disais, ça leur permet de réaliser qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ou de trouver des idées ailleurs. Et moi, je parle des jeunes ici, mais c'est pareil pour les ONG. Peut-être, je ne sais pas, non, c'est peut-être pareil pour les industries vertes, on va dire. Peut-être aussi pareil pour les lobbies plus énergie fossile, mais voilà. Je vais juste vous montrer deux diapos, puis je vais arrêter pour la présentation. Les solutions. Ouais. Donc sur la base de ces entretiens, de sondages, de discussions,
il y a 5 points qui ressortent, les grosses solutions qu'ils ont à la crise de la biodiversité. Déjà, arrêter la course aux technologies. Effectivement, si vous suivez les discussions dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer tout à l'heure, ça parle de technologie, accès aux ressources génétiques, possibilité de synthétiser les ressources génétiques. Et alors on arrive toujours avec la nouvelle solution technologique, c'est un peu maintenant comme dans les négociations climat, la géo-ingénierie. Ne vous inquiétez pas, on va modifier les radiations solaires. Voilà, on va capturer le carbone, on va le réinjecter dans les océans. On a un peu, donc pareil, ne vous inquiétez pas, on va créer des OGM qui résistent à la sécheresse, qui résistent aux gros changements de température. Ça, globalement, les jeunes n'y croient pas. J'avais cette super citation, mais elle est en anglais. Ah non, c'était pas celle-là. Ah, parce que j'ai pas repris voilà. C'était celle-là, je ne sais pas si vous connaissez, vous comprenez l'anglais. C'est aussi donner une idée du langage en fait, de ces jeunes qui sont quand même très cash direct. Donc là, c'est quelqu'un qui dit je pense qu'on ne devrait pas modifier la planète pour qu'elle reste en vie parce que bon, la planète elle a survécu de façon parfaite pendant des centaines d'années, mais c'est même beaucoup plus que ça avant nous. Elle était clairement capable de le faire toute seule avant qu'on arrive et qu'on foute tout en l'air. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'ils expliquent. Et ça, par exemple, parce que c'est ça, on a parlé de faire passer, par exemple, des choses dans les textes, mais on peut essayer aussi d'empêcher de faire passer des choses dans les textes. Donc, ils essayent, par exemple, d'éviter qu'on ait à nouveau des espèces de solutions technologiques qui soient proposées. C'est la même chose, ils essaient de se battre normalement pour tout ce qui est expression à la mode. Alors là, la fausse expression à la mode dans les négociations sur la diversité biologique, c'est de faire des choses nature positive. Et du coup, oui, voilà. Et du coup, par exemple, ici, ils avaient fait une présentation en marge de la COP et leur titre c'était OK, quelle mesure c'est nature positive, vraiment positive, quoi. Il y a tout un tas de controverses par rapport à ce truc de nature positive parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs faire par exemple un terrain de golf, c'est nature positive parce que vous plantez de l'herbe. Non mais voilà, mais donc en fait ça fait rire, mais c'est pas drôle. Et à nouveau, il faut se rappeler qu'on a 193 États qui sont à des stades extrêmement différents de réflexion et de connaissance environnementale et pour lesquels, ouais, un terrain de golf, c'est de la nature. Voilà, les solutions. Ouais, ça c'est une solution un peu, qui peut paraître un peu radicale, mais qui ressort beaucoup, mais pas que chez les jeunes, les droits de la nature. Donc essayer d'inclure la nature dans les décisions internationales. Ça, vous savez, je pense que ça se fait déjà, pour certains pays, certaines entités naturelles, les rivières, les fleuves, les montagnes, dans certaines mesures, oui, les animaux de plus en plus. Essayer de changer l'éducation, et alors ça, ils insistent vraiment, c'est important, de tous, un peu, j'ai pas cette prétention-là quand même, mais comme on fait maintenant, ici, on essaie d'apprendre tous, quoi, ensemble, parce que, en tant que jeunes, on a tendance à les utiliser, à dire qu'il faut que ce soit eux qui apprennent plus, mais eux disent non, mais en fait ça concerne tout le monde, toutes les générations, et on verra ça juste dans ma dernière diapo que je vous montrerai. Et le fait qu'on peut apprendre tout au long de sa vie, quoi. Lifelong learning, c'est pas juste une fois que vous êtes allé à l'école, c'est fini, vous n'apprenez plus. Non, il faut absolument, et surtout maintenant, face à la crise écologique, il faut qu'on continue à apprendre et qu'on essaie d'évoluer. Et il demande effectivement qu'il y ait plus d'informations sur la biodiversité en général. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je ne pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention. Oui. Ça concerne combien de pays? Vous avez été des droits de la nature. Ah, de combien de pays c'est une super question ça. Je vais
pas compté, mais je peux vous le dire. Non, mais grosso modo. Moi, je dirais 40. Il y a 41 entretiens, ça doit être à peu près 40. Et les jeunes, y compris les pays Oui, oui. ils ont tous. Là, je vous montre les points communs. Ouais, là, je vous montre les points communs. Donc c'est complètement international. C'est ce qui ressort le plus, ouais. Mais de mon petit échantillon, de personnes, ouais. Et puis, ils ont, ça c'est aussi intéressant, juste pour ça que je voulais vous mentionner, ils ont des solutions pour la biodiversité, mais ils ont des solutions plus générales, en fait, au-delà des questions de biodiversité. Donc, par exemple, inclure toutes les classes d'âge, tous les groupes d'âge dans la décision actuelle. Ça, c'est vraiment, donc, si vous avez vu pour les marches climat, il y a le Fridays for Future, mais il y a aussi Parents for Future, Grandparents for Future. Ils insistent vraiment là-dessus, sur le fait que, et ça c'est vrai, leur message est vraiment à penser à l'équité intragénérationnelle, donc à l'intergénération, mais aussi intergénérationnelle. Et parce que ça, c'est une grande question qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce qu'il y a un clivage entre les jeunes et les autres groupes de la société civile ou dans les négociations? Et sincèrement, la réponse est non. Mais aussi parce qu'ils sont déjà dans une situation tellement précaire que tout allié est bienvenu. Donc ils échangent beaucoup avec le groupe des ONG, beaucoup avec le groupe des populations indigènes et locales, voilà, n'importe. Pour eux, n'importe quel âge et les âges que vous ayez, l'important c'est d'avancer en fait collectivement. Quand ils disent droit de la nature, ils insistent aussi beaucoup sur les droits de l'homme. Parce que les deux sont liés, parce que tous les problèmes liés aux minorités indigènes, culturelles, sont aussi en lien avec la biodiversité. Et puis, solution plus générale, ça c'est vrai qu'il ressort aussi beaucoup des entretiens, c'est qu'il vous faudrait un mécanisme de responsabilité. Il faudrait que les États puissent être responsables, tenus responsables. Alors, je vous ai dit, il n'y a pas de police, machin. Alors, il y a quand même des mécanismes de droit internationaux. Et c'est pour ça aussi, je pense que ce n'est pas un hasard si ces jeunes-là participent beaucoup à des procès climatiques, déposent des plaintes contre des États, déposent des demandes d'opinion auprès de la Cour de justice internationale. Des plus âgés aussi, en Suisse, je ne sais pas si vous suivez, mais il y a un cas très important qui a été porté par des femmes qui se présentent comme seniors par rapport à la crise climatique. Donc essayer de créer de la responsabilité au moment d'une COP, comment on peut essayer de créer de la responsabilité, parce que je disais tout à l'heure, en essayant de témoigner, en notant les engagements des États, en essayant de leur rappeler. Bon, on peut avoir l'impression que ça ne sert pas à grand chose, mais l'idée c'est que si tout le monde le fait, ça fonctionnera. Et l'idée qu'il faut qu'on change notre système économique. Ça sort beaucoup. Le consumérisme, la société de consommation, ça ressort quand même beaucoup aussi comme solution plus générale, pas que à la question de la biodiversité. Bon, j'avais plein de citations qui expliquent ces différents éléments. Mais voilà, déjà je vous remercie de votre attention. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus et surtout je peux répondre à d'autres questions. Une question. Les Américains, comme il ne faut pas que ça vienne des Américains, donc c'est... Oui, bien sûr. Parce que ça serait quand même important. Donc effectivement, il y a quand même les Américains. Donc au moment des négociations internationales, il y a, alors on va dire 3 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les parties. Donc ça, c'est les États et autres entités qui vont signer les accords. Et puis il y a ce qu'on appelle les non-parties. Les États-Unis sont dans les non-parties. Et puis après, il y a le groupe de la société civile. Le groupe que je vous ai présenté. Donc oui, bien sûr, les États-Unis sont là. Oui, bien sûr, ils participent aux discussions. Et comme il n'y a pas de vote, ils peuvent quand même avoir un poids sur les discussions. Il y a aussi toujours, mais c'est ça là aussi, il faut penser à l'alternative. L'alternative, ce serait quoi? Ce serait qu'ils soient pas là. Est-ce que ce serait mieux? Non, pas forcément.
adopté si, puis finalement ils ne l'ont pas adopté. Mais ici, ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est que l'alternative, c'est quoi? Ce serait qu'il ne soit pas là. Mais est-ce qu'on y gagne? Alors, peut-être qu'on y gagne parce que on peut penser qu'ils sont plutôt obstructionnistes par rapport à des avancées de la Convention sur la diversité biologique sur des points qu'ils n'aiment pas. D'un autre côté, s'ils ne sont pas là, on n'a plus aucune prise sur eux. Et donc, ils ne rejoindront jamais l'accord international, surtout qu'ils ne vont jamais rejoindre un accord international dont ils n'ont pas suivi un peu les discussions. C'est la même chose, par exemple, bref. La Charte des Nations Unies permet aux Nations Unies d'expulser un État membre. Mais en fait, on ne le fait pas. Alors, normalement, on expulse un État membre en cas de violation de la Charte. Bon. Violation de la Charte, alors la Charte des Nations Unies, le premier principe des Nations Unies, c'est la paix. Donc, normalement, donc, je vous répète quand même que tous les États du monde qu'on connaît sont membres des Nations Unies, donc normalement, il n'y a plus de guerre dans le monde. Et n'importe quel pays qui déclare une guerre viole la Charte des Nations Unies. Donc, on pourrait dire la Russie, on l'expulse des Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Rien, en fait, c'est presque pire. Donc, à nouveau, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, le système est imparfait. C'est le seul système qu'on a. Bon, ouais, pour l'instant, c'est ce que je dis tout le temps, je vais dire d'aller, je ne suis pas d'aller, c'est comme ça que je fais là. Sauf si un jour les extraterrestres sont descendus sous coupe et nous disent à partir de maintenant, c'est nous qui décidons. Bon, là, il y aura une hiérarchie au niveau international, on ne fera plus le choix. Est-ce qu'il n'y a que les extraterrestres qui peuvent décider? Parce que, en réalité, on voit très bien que ce problème de souveraineté des États en fait, est un énorme problème. Oui. Puisque même la souveraineté des individus est un problème en réalité, parce que la liberté individuelle exercée par les individus pour faire ce qu'ils veulent, c'est un problème. Et la liberté des États est un problème, la liberté des entreprises est un problème. Et en fait, la liberté est un problème, quoi. Non mais pour aller, je veux caricaturer, quoi. La liberté telle qu'elle est envisagée de nos jours est un problème, puisqu'elle crée plein de dommages, en fait. L'exercice de la liberté de certains, que ce soit n'importe quelle entité, crée plein de dommages. Et en réalité, du coup, dans le système de souveraineté internationale tel qu'il est actuellement, peut-être qu'on n'a pas trouvé mieux, mais la question que je me pose, c'est quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver mieux et remettre en question, comme ça a été fait par certains, cette question de souveraineté? Oui, alors c'est une très bonne remarque. Moi, je pense, donc, parce que c'est ça aussi qu'il faut réaliser, avant 1945, il n'y avait pas les Nations Unies. Bon, il y avait la Société des Nations un peu avant, mais c'était quand même différent. Je pense que personne n'aurait jamais imaginé qu'on serait capable de créer les Nations Unies. Donc il n'y a rien qui prouve qu'un jour on ne va pas réussir à faire mieux que ce qu'on a maintenant. Est-ce qu'il restera de la efficacité? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on sera encore en vie à ce moment-là? Est-ce qu'on aura la vie sur Terre à ce moment-là? Je ne sais pas. De toute façon, je pense que, je peux vous donner. Moi, personnellement, au moment de la crise Covid, je me suis dit, ça y est, on va y arriver. Je veux dire, au moment de la crise Covid, on n'a jamais vu autant de décisions prises aussi vite.
plus compliqué que ça, mais même le système des Nations Unies, il est extrêmement contrôlé par les États-Unis. Non, parce que c'est pas une invention mondiale. Et un des arguments des États-Unis, mais voilà, je ne sais pas contre, enfin, je ne sais pas prendre les États-Unis comme cible tout le temps, mais c'est juste parce que c'est la première puissance mondiale. Un des arguments pendant longtemps, ça a été de dire qu'ils servent de police mondiale. Voilà, une partie des arguments pour la guerre en Irak, c'était qu'il faut aller mettre de l'ordre. Plusieurs arguments pour des conflits comme ça internationaux, donc c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Surtout que les États-Unis ont des intérêts économiques manifestement contraires à la préservation de l'humanité. Oui, tout à fait. Si pour des raisons politiques et sociétales et culturelles, ça nous arrangerait très bien que les États-Unis, comme ils ont défendu nos libertés face aux nazis, aient la même attitude face à la défense de notre société et la lutte contre le réchauffement climatique. Alors là, on est dans une situation très paradoxale, qui est que la première puissance mondiale est la première puissance hostile finalement à toutes les politiques qui... et pas que, quoi. Pareil pour, voilà, en tout cas, tout un pan des droits de l'homme, tout un pan de la coopération internationale en matière de santé. Je pense que par rapport à l'UMS, c'est pareil. Oui. J'ai eu l'impression quand même que les recommandations des jeunes et le résultat des COP en général sont un catalogue de vœux pieux. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser, peut-être, dans un avenir plus ou moins lointain, à une cour pénale internationale pour juger des crimes contre la nature vraiment, quoi. Donc effectivement, voilà, la piste du droit international. Je ne sais pas comment ça peut marcher. Mais à nouveau, je pense que vous le savez, si les pays ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, elle ne peut rien faire. On a encore vu la... C'est un seul pays qui serait d'accord, qui serait proactif. Ouais. Le problème, c'est ça, c'est que La Russie n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Et ça n'a pas empêché que Poutine risque, s'il va dans un pays qui a reconnu la CPI, oui, c'est ça. Oui. On peut tout à fait imaginer que cette Cour se prononce, y compris contre les responsables des États qui ne sont pas membres de la CPI. Oui, je pense qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont des effets. Mais pour l'instant, on est encore à la marge. Une question de répartition de la terre. Oui. Dans la question des répartitions des pays, de la terre, 196 États. Est-ce que ça concerne les maires? Est-ce que les maires sont supposés faire partie de la partition? Alors, c'est une très bonne question. Et surtout à propos de diversité, les catastrophes qui se préparent sur les mers, qui apparaissent. Alors, je vais sombrer dans ce que vous dites, les sujets à la mode. Je ne sais pas si c'est à la mode. Il serait important que ça soit considéré quand même. Alors, il y a une convention internationale, la Convention internationale sur le droit de la mer, qui définit les frontières maritimes des États, s'ils sont membres de la Convention internationale sur le droit de la mer. Et la plupart le sont. Et alors, je ne me souviens plus, je pense qu'au-delà de 250 000 marins, on est dans la haute mer. Donc, il y a plusieurs zones, on calcule à partir de ce qu'on appelle la ligne de côte, le rivage, et il y a, je ne sais plus, combien de mètres qui sont sous souveraineté complète. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, donc un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Ça veut dire que les autres États peuvent passer, donc c'est dire pourquoi ils peuvent passer. Par contre, les ressources halieutiques en termes de poissons appartiennent à l'État, disons, à la côte, voilà. Et au-delà de la zone économique exclusive, par contre, c'est ce
qu'on appelle la haute mer. La haute mer n'est plus sous régime de souveraineté. Ce qui me fait penser, tout à l'heure, je ne sais plus ce que vous m'avez dit, mais ça m'a fait penser que cet après-midi, je suis dans une défense de thèse sur l'Antarctique. Et l'Antarctique est le seul continent du monde qui ne soit pas sous un régime complet de souveraineté. Alors, non, mais si vous étiez, j'ai envie de moi, ça me lève, il y en a une, c'est un garçon. Voilà. Mais L'Antarctique ou là l'Antarctique, il est sous la glace. oui, c'est ça. Oui, non, oui, c'est un continent, mais il est sous la glace. Enfin, voilà, je disais la façon, enfin, je veux dire, pour l'instant, on ne peut pas y vivre du tout. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Et la plupart des Antarctiques est recouvert de glace toute l'année. C'est pour ça que je dis ça de toute façon, mais c'est pas vrai. Hein. Il y a ici. Voilà. C'est juste que j'ai rallié par rapport à Blanqui. Et donc la haute mer, il y a quelque chose. Donc la haute mer, elle est gérée par d'autres accords internationaux, comme le BBNJ, qui vient d'être adopté récemment sur la biodiversité marine, donc au-delà des frontières de souveraineté. Ce qui est aussi intéressant, vous savez que notre planète, on appelle la planète bleue, donc finalement cette haute mer qui n'est pas sous régime de souveraineté, elle représente la majorité de la surface du globe. Oui. C'est pareil pour l'atmosphère, hein, il y a des limites, en hauteur aussi pour les États. Il y a eu 16 COP sur la biodiversité. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont peut-être les 3-4 grandes décisions les plus importantes, les bénéfiques qui ont été prises Ben, je pense que je les ai déjà données dans le centre. 2000, adoption du protocole de Cartagena sur les organismes, comment ils appellent ça, c'est pas génétiquement modifié, j'ai oublié, pourtant j'ai fait ma thèse là-dessus. Ça c'est un accord international, je simplifie, qui permet de limiter les transferts d'OGM entre pays. C'est-à-dire que pour l'Organisation mondiale du commerce, une semence est une semence. Donc l'OMC, elle regarde le résultat final. Elle ne regarde pas le processus de production. Donc, je ne sais pas, pour prendre un autre exemple, un t-shirt qui est fait dans une prison en Birmanie et un t-shirt qui est fait on va dire, dans de bonnes conditions par une association en France. Pour l'OMC, c'est le même t-shirt. Je veux dire, si le résultat final est le même, si c'est du coton blanc, c'est le même t-shirt. L'OMC ne regarde pas le processus de production. C'est la même chose pour les semences, OGM ou pas OGM. Donc, avant les années 2000, pour l'OMC, n'importe quelle semence, c'est une semence, quoi. Du maïs, du maïs. Donc, le protocole de Carthagène a introduit l'idée que pour certaines semences modifiées génétiquement, il fallait obtenir l'accord du pays vers lequel vous voulez les exporter pour pouvoir les exporter. Et puis, il reconnaît aussi que ce n'est pas possible de les introduire directement dans l'environnement. Parce qu'évidemment, les semences, c'est pour les transformer en farine, c'est des animaux qui les mangent, bon, c'est une chose. Si c'est pour les planter dans des champs assez ouverts, c'est une autre. Donc ce protocole de Cartagena de 2000 a donné la possibilité à un certain nombre de pays, et c'est toujours un peu la même histoire, surtout des pays du Sud, de refuser que les pays du Nord exportent des organismes génétiquement modifiés et qui soient directement introduits dans l'environnement. Ça, c'est quand même un... Il est appliqué par les États qui en sont partis. Donc, pas les États-Unis. Parce que c'est vrai que pour rejoindre un protocole, il faut a priori avoir rejoint la convention auquel il est. J'ai en tête en fait la COP de Paris sur le changement climatique. Oui. Où on a vu plein de trucs. Accord de Paris. Extrêmement bien sur la réduction des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Donc le protocole de Carthagène, lui, il a été. Il marche mieux. Enfin, alors c'est vrai que moi, souvent, dans mes analyses, je
décision politique. Je ne regarde pas la mise en œuvre. Et je ne regarde pas du coup comment il est appliqué, et je ne regarde pas d'un point de vue même, j'ai envie de dire, biologique. Est-ce que vraiment on arrive à contrôler ces semences? Est-ce que vraiment on arrive à... Ça, je ne sais pas exactement. Mais c'est sur la base de ce semble, je réfléchis, je pense que oui. Le moratoire européen sur les OGM a eu lieu avant. J'allais dire, c'est sur la base de ce protocole qu'il y a eu des moratoires sur les OGM, mais il faudrait que je vérifie si c'est pas l'inverse. Voilà, autre résultat majeur, donc c'était le protocole de Nagoya de 2010 sur les ressources génétiques, qui reconnaît qu'il faut, les pays doivent partager les avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques. Et ça, c'est la grande ligne. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Puis en pratique, il y a aussi ce qu'on appelle les gene banks, les banques de gènes, les collections, les jardins botaniques. C'est ce qui fait que les grands groupes comme L'Oréal ont installé leur laboratoire désormais au Brésil pour pouvoir exploiter directement. Ou alors, je dis n'importe quoi, ils ont un accord avec le jardin botanique de la ville de, je ne sais pas, mais s'il y a des très beaux jardins botaniques avec beaucoup de collections de semences. Oui, voilà, exactement Paris, voilà. Et donc ils ont même plus besoin de se déplacer. Quand même, l'objectif annoncé en 2022 de 30% d'air protégé d'ici 2030, c'est quand même un accord historique. C'est la première fois qu'on adopte un objectif aussi clair sur la biodiversité. Ça veut dire quoi, l'air protégé concrètement? Donc il faudrait regarder plus précisément le texte, mais c'est toute la question. Et donc peut-être que c'est ça que c'est important de voir, c'est que ici, donc, à la COP 15 en 2022, ils ont adopté cet objectif. Probablement, je n'y étais pas. À la COP 16 des semaines passées, ils ont réfléchi à bon, alors mais c'est quoi une aire protégée? Et comment on fait pour calculer? Et qu'est-ce qu'on inclut dans air protégé ou pas? Parce qu'un golf, c'est nature positive. Donc c'est ça aussi. C'est vrai qu'on se met d'abord d'accord sur des gros objectifs, et c'est souvent après qu'on essaie de voir plus concrètement. C'est ce qui se passe un peu avec les accords de Paris, où on a fait ces gros objectifs, et puis là, c'est chaque pays qui annonce comment il pense atteindre les objectifs. Mais à nouveau, je pense que même là, si on devait tous se mettre d'accord sur quelque chose, probablement ce serait compliqué. Pourtant, on n'est pas si nombreux, on n'est quand même pas d'origine si différente, mais donc il faut imaginer ces discussions internationales. En fait, il y a deux questions. La première question, c'est par rapport à Carthagène, donc les États-Unis ne sont pas dedans. Non. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas leur refuser s'ils veulent introduire un OGM dans le pays. Je pense que ça vient, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que si la France a adopté le protocole de Carthagène, alors les États-Unis ne peuvent pas exporter vers la France. D'accord. Ça c'est une bonne question quand même. Je réfléchis. Il faudrait relire il faudrait des juristes. Il nous faudrait un juriste. Et après, j'ai une autre question, parce que j'ai vu récemment un film sur, en gros, je me rappelle plus le titre exact, mais c'était le mensonge des aires protégées françaises. Voilà. Donc en fait, en réalité, donc en gros, ça n'empêchait pas, c'était sur les zones de pêche, ça n'empêchait pas d'avoir des chalutiers qui raflent le tout, etc. Voilà. Et puis même au-delà de ça, j'avais entendu une fois un géologue qui en fait disait que c'était pas forcément des super idées ces histoires-là, puisque finalement il n'y a pas de frontières dans la nature. Donc en fait ces idées d'air protégé, quand on voit les enjeux qui sont globaux, on a des sujets, l'acidification de l'océan, tu vas protéger, mais l'océan il est acidifié globalement. Enfin, il y a des tas de sujets comme ça, le réchauffement climatique, les coraux, tu vas les protéger, mais comment ils subissent le réchauffement climatique? Donc en fait, il y a quand même des grosses limites sur cette manière d'appréhender les choses, quoi. Et, je suis complètement d'accord avec vous. Là où à nouveau j'essaie de voir le bon côté,
entendu un géologue récemment, j'ai vu, voilà. vu un film récemment, mais oui. Donc ça veut dire que si jamais on n'avait pas parlé d'aires protégées, bah, du coup il n'y aurait pas des gens qui ont dénoncé que le fait que les aires protégées c'est pas bon, et il n'y aurait pas un géologue qui dirait. Je pense que l'action, c'est pas qu'elle soit pas bonne, c'est qu'elles sont pas bien gérées ou pas bien appliquées. Ouais. C'est un premier pas vers identifier les solutions. Mais ça prend du temps, ouais. Ça permet de faire monter le débat, quoi, peut-être, c'est ça l'idée. Alors ça, c'est un danger plutôt. Qui est trop... Non, mais dans le sens, parce qu'il y a un autre problème des COP climat, je ne vous en ai pas parlé, mais moi, les COP biodiversité, j'aime bien, parce que ça reste à taille humaine, gérable. Les COP climat, d'ailleurs, je vous ai dit, tout le monde peut y aller, ça devient un problème parce qu'il y a trop de monde, ça devient un méga événement. Et avec des gens qui vont pour faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire pour créer du débat, quoi, pour créer presque du bruit, de la discussion, de ah oui, mais et puis Il y a les lobbies. on s'y perd. Oui, tout à fait. Voilà, ils font exprès de faire trop d'informations, trop. Je n'ai pas utilisé le bon mot en fait, mais je pense que c'est de faire monter l'enjeu, c'est-à-dire faire prendre conscience oui, de l'enjeu. Oui. Quoi. Je pense que oui, faire le débat, c'est peut-être pas le bon mot du coup. Oui. Oui. Est-ce que le paradoxe, c'est que plus c'est médiatisé, plus c'est dramatisé surtout, c'est-à-dire l'extinction, la disparition, c'est que du coup ça crée de l'impuissance finalement. Chacun se dit c'est foutu, on ne peut rien faire, on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué. Et du coup ça masque le fait que sur un certain nombre de choses précises, et c'est pas rien quand même, sur ce que tu disais sur les OGM, on arrive, et les engagements sur la préservation, même si évidemment chaque État peut avoir sa propre définition de ce que c'est que les conditions d'une zone protégée, c'est quand même une avancée qui n'est pas négligeable par rapport à une époque où, à part dans les pays riches, comme les États-Unis, où on se préoccupait de créer des grandes réserves naturelles, ça devient une préoccupation mondiale, et que même, je connais bien le Brésil, c'est pas vrai de dire que les Brésiliens sont pas, et pas que les plus éduqués, sont pas sensibles à la disparition de la forêt amazonienne qui, il y a quelques mois, avait pollué tellement l'air que même à Rio et à Sao Paulo, on avait les yeux qui piquaient, on ne pouvait pas respirer. Donc, il y a quand même, et que le fait de savoir qu'il y a une prise en charge et un soutien de l'Union mondiale sur ces questions-là fait bouger les choses, quoi. Donc, bon, voilà. Il faut toujours, parce que ça me fait penser à ça tout à l'heure, donc il faut toujours penser deux choses. Il faut toujours penser comment ça serait si tout ça n'existait pas. Et l'autre chose, et la grande difficulté, mais ça aussi je dis toujours un peu en plaisantant avec les étudiants, c'est que malheureusement, on n'a qu'une planète, donc on ne peut pas faire des expériences, parce qu'on se demandait tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait un gouvernement mondial, est-ce qu'il faudrait... Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas plusieurs planètes, mais ce serait bien d'avoir une planète dans laquelle la souveraineté, ça n'existe pas. Okay, et voir, parce que ça donne une planète dans laquelle il y aurait la souveraineté, mais il y aurait un gouvernement mondial. Alors, on va tout passer, quoi. Ouais, donc ça, en sciences sociales, c'est extrêmement difficile, et au niveau international, c'est impossible. Donc à nouveau, sauf avec la galaxie extraterrestre, un jour on découvre une planète sur laquelle, en fait, ils se sont super bien débrouillés. Ah, mais c'est vrai. Mais voilà. Mais non, ça ne doit pas forcément dire que c'est extraterrestre. Non, il faut voir que voilà, des évolutions, des changements, au niveau mondial, il y en a eu beaucoup en pas si longtemps. Donc, il faut espérer. Voilà, je n'ai pas le filet, mais je pense que. On va approcher de la fin. Il faut aussi encore des J'avais une petite question un peu précise là, sur l'histoire de la possibilité pour l'entreprise de créer. De synthétiser, parce qu'en fait, il y a la synthèse chimique et puis il y a aussi la synthèse par les organismes vivants, ou la synthèse, il y a différentes méthodes, je ne sais pas du coup si vous... Ouais, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre là-dessus, je sais bien, surtout la question de la culture de la viande, quand je dis au fait qu'on arrive à faire
maintenant le culture de cellules. Donc, effectivement, il y a tout un tas de procédés qui se développent. Oui, donc c'est une question